Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des chapitres les plus fascinants et les moins connus de l'histoire de l'alimentation européenne, le rôle du poisson dans la vie quotidienne au Moyen Âge, une époque où la foi, la médecine et le commerce s'entremêlaient autour d'un aliment qui a façonné des civilisations entières. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits documentaires comme celui-ci, il y a plus de 1000 ans, sur les côtes glacées de la Norvège, dans les rivières tumultueuses d'Europe centrale et dans les eaux sombres de la mer Baltique, un aliment silencieux et humble gouvernait la vie de millions de personnes. Ce n'était ni le blé ni la viande des grands troupeaux, c'était le poisson. Pour l'homme et la femme médiévaux, il représentait bien plus qu'une simple subsistance. C'était une pénitence, un remède, une monnaie d'échange, un symbole de dévotion. Et comprendre la place qu'il occupait dans cette société, c'est comprendre quelque chose de profond sur le fonctionnement de l'Europe médiévale. L'histoire commence, comme tant d'histoires médiévales, entre les murs d'une église. L'Église catholique exerçait une influence extraordinaire sur la vie quotidienne dans l'Europe médiévale. Son calendrier liturgique dictait avec une rigueur impressionnante ce que les gens pouvaient et ne pouvaient pas manger. Les mercredis étaient des jours de jeûne en mémoire de la trahison de Judas. Les vendredis rappelaient la souffrance du Christ sur la croix. Les samedis étaient dédiés à la Vierge Marie. À cela s'ajoutaient les 40 jours du carême, les semaines de l'Avent avant Noël, les veilles des grandes fêtes religieuses et les jours dits des 4 temps. En additionnant tous ces jours, on arrivait à une conclusion surprenante. Environ un tiers de l'année était composé de jours où la viande était interdite. Durant ces périodes, la consommation de viande d'animaux à sang chaud était prohibée, tout comme celle des œufs, du lait, du beurre et du fromage. Pour une société entière, cela représentait un défi logistique, économique et culinaire de proportions énormes. Et la solution la plus répandue était le poisson. Mais il y avait une question fondamentale. Le poisson frais était un article de luxe. Sans réfrigération ni moyen de transport rapide, un poisson sorti de la mer commençait à se détériorer en quelques heures. Pour les populations côtières, cela ne représentait pas un problème grave. Mais pour les millions d'Européens, vivant à l'intérieur du continent, le poisson frais était rare et cher. Dans les régions intérieures, il pouvait coûter jusqu'à 16 fois plus cher que la viande. Tandis que les nobles banquetaient avec des poissons frais les jours de jeûne, les plus pauvres souffraient souvent de la faim ou se contentèrent de repas très modestes. C'est face à cette nécessité que l'humanité médiévale a perfectionné des techniques de conservation qui allaient transformer le commerce européen. Le séchage, le salage et le fumage du poisson étaient déjà connus depuis l'Antiquité, mais c'est au cours du Moyen Âge qu'ils ont atteint une échelle industrielle sans précédent, poussée par l'énorme demande religieuse. Et 2 poissons ont dominé ce commerce, le harengue et la morue. Le harengue fut, pendant des siècles, le poisson le plus important de l'économie du nord de l'Europe. Capturé en quantité immense dans la mer Baltique et la mer du Nord, il était transformé de différentes manières pour garantir sa conservation et son transport sur de longues distances. Il y avait le harengue saur, ou harengue rouge, qui subissait un processus de cure particulièrement intense. Le poisson était d'abord éviscéré, puis plongé dans la saumure, suspendu pour sécher et enfin fortement fumé. Ce processus de fumage prolongé faisait changer la couleur de la chair du poisson qui acquérait une teinte rougeâtre lui donnant son nom. Il y avait aussi le harengue blanc, préparé de manière plus délicate, qui préservait son apparence argentée d'origine et selon les registres historiques, se conservait en bon état plus longtemps que la variété rouge. Tous deux étaient emballés dans des barils et envoyés dans toute l'Europe, nourrissant des populations entières pendant les longues périodes de jeûne. L'importance économique du harengue était si grande qu'il est devenu l'une des marchandises les plus échangées par la Ligue hanséatique, cette puissante confédération de villes marchandes du nord de l'Allemagne, qui a dominé le commerce entre les XIIe et XVIIe siècles. Des villes comme Lübeck, Hambourg et Brême ont bâti une grande partie de leur richesse sur ce commerce. Et l'influence culturelle du harengue était tout aussi profonde. À Norwich, en Angleterre, en 1444, une effigie allégorique du carême fut portée vêtue de peau de harengue rouge et blanc, symbolisant les longs mois d'abstinence. Dans la Bavière du XVIe siècle, les gens descendaient dans les rues le mercredi des cendres en portant des harengues sur des perches, proclamant que les jours de fête étaient terminés.
Le harengue était si omniprésent dans le régime du carême qu'il finit par susciter du ressentiment chez ceux qui se lassaient de son goût sec et salé. Mais si le harengue dominait le commerce au début du Moyen-Âge, c'est la morue qui a progressivement assumé le rôle de protagoniste dans l'alimentation européenne. Et pour comprendre cette transition, il faut regarder vers le nord, bien au-delà des routes commerciales déjà établies, vers les eaux glacées qui entourent l'Islande et les îles Lofoten, à l'extrême nord de la Norvège. La morue de l'Atlantique Nord était un poisson abondant à la chair ferme, des qualités qui la rendaient idéale pour la conservation. Lorsqu'elle était préparée au sel, elle conservait une saveur supérieure à celle du harengue et durait encore plus longtemps. Mais il existait une forme de préservation encore plus remarquable, le stockfish, ou poisson séché. Dans cette méthode, la morue était nettoyée, éviscérée et suspendue à de grandes structures en bois en plein air, où le vent glacé et sec de l'Arctique faisait tout le travail de déshydratation. Sans besoin de sel, sans besoin de fumée, seul l'air froid et constant transformait le poisson frais en une planche rigide de protéines concentrées qui pouvait être stockée pendant 1 an ou plus sans se détériorer. Le résultat était extraordinaire d'un point de vue logistique, mais présentait un défi culinaire considérable. Le stockfish, une fois complètement sec, devenait dur comme une planche de bois. Être frappé par un morceau de stockfish sec était comparable à recevoir un coup d'un morceau de bois. Pour le rendre à nouveau comestible, un processus laborieux et long était nécessaire. D'abord, le poisson était battu pendant des heures avec un maillet ou un marteau en bois pour briser ses fibres durcies. Ensuite, il était plongé dans l'eau pendant plusieurs jours, parfois jusqu'à 1 semaine, pour le réhydrater lentement. Ce n'est qu'après cette longue préparation que le stockfish pouvait être cuit dans des sauces, rôti au four ou transformé en pâte. C'était un processus qui exigeait de la patience et de la planification, mais le résultat final était un aliment nutritif et polyvalent qui soutenait des populations entières pendant les mois les plus difficiles de l'année. Le commerce du stockfish a transformé l'économie de la Norvège médiévale. Au sommet de ce commerce, le poisson séché représentait plus de 80% des exportations norvégiennes. Bergen, sur la côte ouest de la Norvège, est devenu l'épicentre de cette industrie où la Ligue hanséatique a établi l'un de ses comptoirs commerciaux les plus importants. Plus de 2000 marchands allemands résidaient à Bergen, achetant le stockfish aux pêcheurs norvégiens et l'exportant dans toute l'Europe. En échange, ils apportaient des céréales, du sel de Lunebourg, de la bière et des tissus de laine. Le quartier de Briggen, avec ses entrepôts en bois caractéristiques, a été construit pour servir ce commerce. Même après des incendies dévastateurs, les structures étaient reconstruites sur les mêmes fondations médiévales. Aujourd'hui, Briggen est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, témoignage du pouvoir économique qu'un simple poisson séché a exercé sur l'histoire européenne. Mais l'influence de la morue allait au-delà des routes commerciales établies. Les Vikings utilisaient le stockfish comme ration de voyage lors de leurs longues traversées océaniques, et la route qu'ils ont suivie à la fin du premier millénaire, de la Norvège au Groenland et du Groenland jusqu'à Terre-Neuve, correspond à la distribution naturelle de la morue de l'Atlantique. Il est possible que des pêcheurs anglais aient également navigué vers l'Atlantique occidental dès 1480, à la recherche de nouvelles zones de pêche pour satisfaire la demande des chrétiens européens. Le poisson ne nourrissait donc pas seulement les corps, il déplaçait des navires et a possiblement contribué à la découverte de nouveaux continents. Alors que le harengue et la morue dominèrent le commerce à longue distance, une grande variété d'autres poissons peuplaient les tables médiévales, chacun avec ses caractéristiques propres, ses méthodes de préparation et sa position dans la hiérarchie sociale de l'alimentation. Pour comprendre comment les Européens médiévaux choisissaient, préparaient et consommaient ces poissons, il est nécessaire de se plonger dans un système de pensée qui peut paraître étrange aux yeux modernes, mais qui a gouverné la médecine et la diététique européenne pendant plus de 2000 ans, la théorie des 4 humeurs. Cette théorie, dont les racines remontent à Hippocrate et Galien dans la Grèce antique, postulait que le corps humain était gouverné par 4 fluides fondamentaux: le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme, ou pituite. Chaque humeur possédait des qualités élémentaires. Le sang était chaud et humide, la bile jaune chaude et sèche,
la bile noire froide et sèche et le flegme froid et humide. La santé dépendait d'un équilibre harmonieux entre ces fluides, et le principal outil pour maintenir cet équilibre était l'alimentation. Chaque aliment était classé selon ses qualités humorales, et les poissons, tous sans exception, étaient classés comme froids et humides, c'est-à-dire flegmatiques. Cela signifiait que la consommation de poissons tendait à augmenter le flegme dans le corps, rendant la personne plus lente et léthargique. Les médecins avertissaient que les poissons étaient difficiles à digérer et qu'ils généraient des humeurs préjudiciables à la santé. Cette classification créait un paradoxe intéressant. L'Église exigeait la consommation de poissons pendant un tiers de l'année, mais les médecins prévenaient que cet aliment pouvait être nocif. La solution était ingénieuse. Ils recommandaient que le poisson soit préparé de manière qui contrebalance ses qualités froides et humides. Faire bouillir le poisson dans du vin était une recommandation fréquente car le vin était considéré comme chaud et sec. Assaisonner avec des épices comme le gingembre et la cannelle servait le même but. Cuisiner avec du vinaigre était une autre technique car on croyait qu'il rendait le poisson moins nocif. Les médecins médiévaux établissaient également des hiérarchies rigoureuses entre les différents types de poissons. Tous les poissons n'étaient pas considérés comme égaux en termes de santé et de qualité. Les meilleurs, selon ces praticiens, étaient ceux provenant d'eaux claires et rocheuses, de courants vifs et bien oxygénés. Ils devaient avoir des écailles, être de taille moyenne, ni trop maigres ni trop gras, et ne devaient pas avoir d'odeur désagréable ni de goût excessivement fort. Cette classification avait des conséquences directes sur les poissons qui étaient les plus valorisés sur les tables de la noblesse et ceux qui étaient relégués aux classes inférieures. La perche, par exemple, était un poisson hautement estimé par les médecins médiévaux. Prédateur originaire des lacs et rivières d'Europe et d'Asie, la perche habitait des eaux propres et rocheuses, ce qui la plaçait au sommet de la hiérarchie humorale des poissons. Elle figurait en bonne place dans les plats préparés pour les jours de jeûne, combinés avec du vinaigre, broyés et mélangés avec du lait d'amande, ou servis comme garniture dans des préparations de pâtes. Pour les médecins de l'époque, c'était l'un des poissons les plus sûrs et les plus sains que l'on pouvait consommer. Le brochet occupait une position encore plus élevée dans l'estime de la noblesse. Il était considéré comme l'un des poissons les plus sains de tous. Prédateur vorace des rivières européennes, le brochet était souvent farci, enveloppé dans de la pâte, servi en aspic ou élaboré comme une subtilité lors des banquets festifs. Dans les contes de Cantorbéry de Geoffrey Chaucer, l'un des pèlerins, le Franklin, possédait des brèmes et des brochets dans son propre vivier, symbole de richesse et de raffinement. La brème, quant à elle, occupait une position différente. Présente dans toute l'Europe centrale et septentrionale, elle préférait les eaux stagnantes et boueuses, ce qui la rendait idéale pour l'élevage dans les viviers médiévaux. Mais précisément parce qu'elle habitait des eaux stagnantes, elle était dédaignée par les médecins. Malgré cela, sa facilité d'élevage la rendait largement disponible les jours de jeûne. La carpe était également élevée dans des viviers et était un aliment populaire tant chez les chrétiens que chez les juifs, souvent servi lors d'occasions festives. En Angleterre, cependant, elle n'est apparue qu'à la fin du XVe siècle. Les médecins recommandaient qu'elle soit cuite dans du vin jusqu'à ce que tout le liquide s'évapore ou rôti en croûte de pâte. Le saumon était si abondant dans les rivières médiévales européennes qu'il a fini par susciter des plaintes. On rapporte que les apprentis artisans se plaignaient de devoir manger du saumon plus de 3 fois par semaine, une situation qui, selon les standards modernes, semblerait être un luxe, mais qui pour ces travailleurs représentait une monotonie insupportable. Le saumon capturé dans le Rhin et d'autres grands fleuves européens, qui n'étaient pas vendus frais, était généralement séché, salé ou fumé, puis envoyé par les villes hanséatiques de Hambourg, Lübeck et Brême, dans toutes les parties de l'Allemagne et au-delà. L'un des plus anciens registres culinaires ayant survécu, datant de la fin du XVe siècle, décrit une recette de saumon rôti en sauce. Le poisson était coupé en morceaux ronds, grillé sur une grille, puis servi avec une sauce faite de vin, de cannelle en poudre, d'oignons hachés, de vinaigre et de gingembre. C'était une préparation qui alliait la saveur au principe de la médecine humorale, utilisant des ingrédients chauds et secs pour équilibrer la nature froide et humide du poisson.
L'esturgeon était un autre poisson de grande importance sur les tables médiévales. Capturé dans le Danube et d'autres grands fleuves européens, y compris les espèces géantes qui produisaient le caviar beluga, l'esturgeon était consommé dans diverses régions du continent. C'était un poisson associé à la noblesse et au pouvoir, souvent réservé aux tables les plus riches et aux grandes occasions. Le thon était également largement disponible dans l'Europe médiévale, étant abondant tant dans l'Atlantique Nord que dans la Méditerranée. C'était un aliment populaire qui pouvait être consommé aussi bien cuit que cru, une polyvalence qui le distinguait de beaucoup d'autres poissons de l'époque. La truite était capturée dans la nature, mais elle était aussi élevée dans des viviers médiévaux, servant parfois d'alternative à d'autres poissons plus communs, comme le saumon. Les médecins médiévaux recommandaient que la truite soit bouillie dans du vin jusqu'à évaporation complète du liquide, ou rôtie à l'intérieur d'une croûte de pâte, suivant les mêmes principes de préparation appliqués aux autres poissons d'eau froide. Mais les Européens médiévaux ne se limitaient pas à consommer des poissons conventionnels pendant les jours de jeûne. L'interdiction de la viande d'animaux à sang chaud a mené à des interprétations créatives et parfois assez douteuses de ce qui pouvait ou non être considéré comme du poisson. La logique médiévale était simple. Si un animal vivait dans l'eau où il passait une grande partie de son temps, il pouvait être classé comme poisson et, par conséquent, était autorisé pendant le jeûne. Les dauphins et les marsouins, bien qu'étant clairement des mammifères, étaient acceptés comme animaux marins et pouvaient être consommés. Le mot même de porpoise, marsouin en anglais, dérive du latin porcus piscis, qui signifie poisson-porc, et en allemand médiéval, le dauphin était appelé Meerswin, ou porc de mer. Les queues de castor, qui étaient écailleuses et censées avoir un goût similaire à celui du poisson, étaient également considérées comme acceptables. L'abbaye bénédictine du Tréport, dans le nord de la France, a subi la censure de l'archevêque local lorsqu'il fut découvert que ces moines consommaient régulièrement des macareux pendant le jeûne, arguant que, comme ces oiseaux vivaient en grande partie dans et autour de l'eau, ils devaient être considérés comme des poissons. Le cas le plus extraordinaire était celui de la bernache nonnette, un oiseau migrateur de l'Arctique dont les habitudes ont conduit certains observateurs médiévaux à conclure qu'il naissait des anatifs fixés au tronc à la dérive en mer. Sir John Mandeville, au XIVe siècle, affirma que ces anatifs provenaient d'arbres qui donnaient des fruits, se transformant en oiseaux. Cette classification permettait à l'oiseau d'être consommé pendant le jeûne, bien que tout le monde ne l'accepta pas. L'empereur Frédéric II examina personnellement des anatifs et ne trouva aucune preuve d'embryon d'oiseau. Tandis que certains cherchaient des moyens de contourner les restrictions, d'autres trouvaient dans le jeûne une opportunité de créativité culinaire. Privés d'œufs et de produits laitiers, les cuisiniers médiévaux trouvaient des substituts ingénieux qui anticipaient de plusieurs siècles les alternatives végétaliennes modernes. Le lait d'amande remplaçait le lait de vache, et des fromages à base d'amandes apparaissaient dans les livres de recettes médiévaux. Les œufs de brochet étaient combinés avec des lamelles de saumon pour créer des imitations de bacon. De faux œufs étaient fabriqués avec des mélanges inventifs, bien que les résultats laissent à désirer en termes de goût. La variété des préparations culinaires était remarquablement large. Les poissons étaient rôtis, frits, bouillis, fumés, conservés en aspic, enveloppés dans des pâtes à tarte, broyés en pâte et combinés avec des sauces élaborées à base d'épices importées. Bernard de Clairvaux, l'influent moine cistercien du XIIe siècle, écrivit avec désapprobation sur l'élaboration des plats de poissons servis dans les monastères. Il observa qu'il suffisait de goûter le second plat pour imaginer qu'on n'avait jamais goûté de poisson auparavant, tant la qualité des préparations était grande. Il était particulièrement critique envers les sauces et les assaisonnements, estimant qu'ils étaient trop séduisants pour des hommes dédiés à la vie spirituelle. Tout le monde, cependant, ne trouvait pas de consolation dans le poisson durant le carême. Un poème anglais du XVe siècle, intitulé « Farewell Advent », écrit par James Riemann, un frère franciscain de Canterbury, exprime les griefs de ceux qui souffraient des restrictions alimentaires imposées par l'Église. Dans le poème, le narrateur déplore que lui et ses semblables allaient au lit affamés, par manque de viande. Pour ceux qui vivaient loin des côtes et n'avaient pas accès aux poissons frais, les périodes de jeûne pouvaient signifier un régime particulièrement maigre et pénible.
et il y avait ceux qui, exaspérés par le régime forcé de poissons, recouraient à la consolation de l'alcool. Le moine bénédictin Robert Ripon, qui vécut au tournant du XVe siècle, nota avec une réprobation évidente que pendant le carême, quand la loi et la coutume de l'Église déterminaient que les hommes jeûnent, très peu de personnes s'abstenaient de boire avec excès. Au contraire, ils allaient aux tavernes et certains buvaient et s'enivraient plus qu'en dehors du carême, pensant et disant « Les poissons ont besoin de nager ». C'était un jeu de mots qui justifiait l'ivresse avec une logique humoristique. Si les poissons nageaient dans l'eau, on pouvait bien nager dans la bière ou le vin tout en mangeant du poisson. La conservation du poisson était une nécessité absolue à une époque sans réfrigération. Outre le séchage et le salage, la conservation au vinaigre était largement utilisée, prolongeant la durée de vie du poisson et le rendant, selon les médecins, moins préjudiciable à la santé. Le fumage conférait des saveurs distinctes qui variaient selon le type de bois et la durée du processus. L'élevage de poissons dans des viviers artificiels était une pratique répandue, particulièrement dans les monastères et les propriétés de la noblesse. Ces viviers garantissaient un approvisionnement constant en poissons frais, même loin de la mer, avec des espèces comme les brèmes, les carpes, les truites et les brochets. Les monastères investissaient de manière significative dans la pisciculture, car leurs résidents étaient soumis à des règles de jeûne encore plus rigoureuses. Le rôle du poisson dans l'économie médiévale était immense. La Ligue hanséatique avait dans le commerce du poisson l'un de ses piliers fondamentaux. Le harengue et le stockfish étaient transportés sur des navires appelés coges par des routes périlleuses qui connectaient les zones de pêche du nord au marché du sud. King's Lynn, en Angleterre, abritait le seul entrepôt hanséatique de ce côté de la mer du Nord, et les poissons séchés qui y arrivaient étaient distribués par les canaux et les rivières jusqu'au cœur du pays. C'était un système commercial à l'échelle continentale, et le poisson en était le carburant. Ce réseau commercial avait des conséquences qui allaient bien au-delà de l'économie. Quand Henri VIII rompit avec l'Église catholique et créa l'Église d'Angleterre au XVIe siècle, les jours de jeûne furent initialement abandonnés. Ce changement eut un effet dévastateur sur l'industrie de la pêche britannique. Les pêcheurs perdirent une part énorme de leur clientèle du jour au lendemain. La situation était si grave que le fils d'Henri, Édouard VI, en montant sur le trône en 1547, rétablit les jours d'abstinence de viande par la loi, non pour des raisons religieuses, mais pour des raisons économiques explicites, comme il le déclara lui-même, pour le bénéfice de la communauté où beaucoup sont pêcheurs et vivent de ce métier. C'était une reconnaissance officielle que le poisson n'était pas seulement un aliment pénitentiel. C'était la base d'une industrie vitale pour la survie économique de communautés entières. La relation entre le poisson et la foi chrétienne était bien plus ancienne que les règles de jeûne médiévales. Le mot grec pour poisson, ichthys, formait un acrostiche pour Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Ce symbole était largement utilisé par les premières communautés chrétiennes comme signe secret de reconnaissance en temps de persécution. La plupart des apôtres étaient des pêcheurs, appelés par Jésus pêcheurs d'hommes. Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, distingua explicitement la chair des poissons de celle des animaux terrestres. Il y avait peut-être des raisons pratiques derrière cette association. Les périodes de jeûne du carême coïncidaient avec le printemps, quand l'organisme bénéficiait des nutriments des poissons, riches en vitamines du complexe B et en folates. La tradition de jeûner au printemps était antérieure au christianisme lui-même, remontant à des pratiques païennes de renouveau saisonnier. Vers l'an 1000, un changement significatif s'est produit dans les modes de consommation. Jusqu'alors, la majeure partie du poisson consommé était capturée localement, dans les rivières et les lacs. À partir de cette époque, possiblement en réponse à la surpêche, la consommation s'est concentrée sur les poissons d'origine maritime, particulièrement la morue séchée de Scandinavie. Cette transition a stimulé le développement des techniques de navigation et l'expansion des routes commerciales maritimes. L'industrie de la pêche médiévale était sophistiquée. L'usage des hameçons, des harpons, des filets, des pièges et de l'aquaculture était répandu dans toute l'Europe. En Angleterre, plus de 130 églises possèdent des peintures murales sur le thème de la pêche, témoignage visuel de l'importance de cet aliment dans la vie des communautés. Ce qui rend toute cette histoire si extraordinaire, c'est de réaliser comment un seul aliment pouvait être au centre de
Tant de dimensions de la vie médiévale. Le poisson était religion, un instrument de pénitence et de discipline spirituelle que l'Église imposait à tous les fidèles. Il était médecine, un aliment classé et régulé par la théorie des 4 humeurs, dont la consommation était orientée par les médecins et nutritionnistes médiévaux, selon des principes remontant à la Grèce antique. Il était économie, la base d'un commerce continental qui enrichissait les villes, finançait les flottes navales et soutenait la puissante Ligue hanséatique. Il était science culinaire, un ingrédient transformé par des cuisiniers créatifs en préparations sophistiquées qui rivalisaient avec les meilleurs plats de viande. Il était même politique. Quand Henri VIII rompit avec Rome, l'effondrement de la consommation de poissons menaça toute une industrie, forçant son successeur à restaurer les jours d'abstinence pour des raisons purement économiques. Le poisson séché qui voyageait des Lofoten à Bergen, de Bergen à Lübeck, de Lübeck aux tables des familles européennes, transportait avec lui bien plus que des protéines et des calories. Il transportait des siècles de traditions religieuses, de connaissances médicales, d'innovations culinaires et d'esprit d'entreprise commerciale. Il était à sa manière un fil invisible qui connectait le pêcheur norvégien au moine bénédictin, le médecin galénique au cuisinier de cour, le marchand hanséatique à la ménagère anglaise. Et quand nous regardons ce passé lointain, il est impossible de ne pas être impressionné par l'ingéniosité et la résilience de ces hommes et femmes qui, sans réfrigération, sans transport motorisé, sans aucune des commodités que nous considérons aujourd'hui comme indispensables, ont réussi à construire un système alimentaire et commercial à l'échelle continentale, tout cela autour d'un aliment qui, paradoxalement, était à la fois méprisé par les médecins, imposé par l'Église et désiré par les commerçants. Les rivières, qui étaient autrefois si pleines de saumon que les apprentis se plaignaient d'en manger trop souvent. Les mers qui fournissaient le harengue en quantité qui semblait inépuisable, les vents arctiques qui transformaient la morue fraîche en planches de protéines impérissables. Tout cela fait partie d'une histoire qui mérite d'être rappelée et racontée. Parce que dans cette histoire, il n'y a pas que des poissons et des filets. Il y a la foi et le commerce, la science et la superstition, la richesse et la faim, la créativité et la résignation. Il y a en somme la condition humaine elle-même, reflétée dans les eaux, d'un passé qui, bien que lointain, continue de nous parler. Si ce voyage à travers les eaux et les tables de l'Europe médiévale a éveillé votre curiosité, si vous souhaitez continuer à explorer les chapitres oubliés de l'histoire qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons, alors abonnez-vous à cette chaîne. Laissez votre commentaire en nous disant quel aspect de cette histoire a le plus attiré votre attention, quel thème médiéval vous aimeriez voir exploré dans un prochain documentaire. Et si cette vidéo vous a été précieuse, partagez-la avec quelqu'un qui apprécie également de plonger dans les profondeurs du passé. Car l'histoire, tout comme la mer, a encore beaucoup à nous révéler.